Au début du XXe siècle, deux demoiselles anglaises visitent Versailles. Elles errent une après-midi d'août 1901 dans les jardins du Petit Trianon. Charlotte Anne Moberly propose à Éléonore Jourdain, ancienne élève, de la seconder. Elles ont marché un long moment dans les allées du Petit Trianon, se sentant perdues comme oppressées. Les demoiselles ont donc eu les mêmes visions le même jour au même moment. Elles ont conclu que le domaine de Trianon est hanté et que la femme au fichu vert doit être Marie-Antoinette. Il ne faut pas passer par là. L'affaire de Trianon, comment elle a commencé? En tout cas pour le Figaro Magazine. Jean-Jacques Ayagon, le ministre de la Culture, c'était donc dans les années entre 2002 et 2004, peut-être 2003, avait rencontré un directeur du Figaro. Il avait proposé une série d'été qui était de faire 10 chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art, des pièces importantes, importantissimes de l'histoire de l'art, dans des musées de province, dans des petits musées français de la France. Et c'était un excellent sujet pour l'été, pour attirer des gens en vacances dans les petites villes près desquelles ils se trouvent, où se trouve un chef-d'œuvre. Donc nous avons été tout à fait d'accord et nous sommes partis, on m'a chargé de le faire, je suis parti avec Jean-Jacques Ayagon en 10 reportages à travers la France pour aller recueillir ces impressions et me donner l'importance de ce que nous voyons dans ces musées. C'est ainsi que nous sommes allés voir le Goya de Castres, dans le midi de la France, le grand chef-d'œuvre de peintre du Moyen-Âge à Villeneuve-les-Avignon, le vase de Vix, la pièce la plus importante que nous ayons, une des pièces mondialement les plus importantes de l'art romain, grec, pardon, et que Jean-Jacques Ayagon a été ravi de cette succession de reportages, escortés bien sûr par le service de sécurité, parce que c'est pas évident de se déplacer comme ça à travers la France avec un ministre. Et en échange, il m'avait proposé, si j'avais une idée, il s'est trouvé que quelque temps plus tard, il n'est plus ministre, et il a pris la direction du château de Versailles. Il est président-directeur du château de Versailles. Et j'avais entendu dire par des gardiens, par des gens de Versailles, que Versailles, il se passait des choses bizarres à Versailles, dans ce domaine, dans ce grand domaine du château de Versailles, qu'il y avait en dehors du public des fous qui se font enfermer dans le château, ou des jeunes du château, des jeunes de la ville de Versailles qui au moyen d'échafaudage, au moment de la réfection des toitures, grimpaient sur le toit et ont fait des fêtes là-haut. Bon, tout ça font partie des choses qui arrivent. On m'avait dit qu'il y avait des faits, il arrivait des choses incroyables. Et les gardiens m'avaient parlé, en particulier la nuit, de cette espèce d'impression qu'on avait de passer dans l'obscurité, dans la pénombre. Et j'ai posé la question, Ayagon m'a dit, écoutez, je vous donne l'autorisation de travailler l'été sur ce sujet. Et nous sommes, avec un photographe, Raphaël Gaillarde, mandaté par le Figaro Magazine, nous partions tous les jours de Paris pour être, après 23 heures, après que le service de nettoyage ait tout remis en état après la fermeture, nous rentrions et nous promenions, escortés bien sûr par le service de sécurité nocturne, dans les pièces du château. Et je dois dire que c'est étonnant, parce que à la fois par les agents de nuit qui nous parlaient, nous racontaient leurs impressions, et nous-mêmes par nos propres impressions, on était vraiment en dehors du temps. Et je dois dire que nous avons eu plusieurs fois des montées d'adrénaline. Vous savez, tout d'un coup, à la lueur d'une torche électrique, éclairer le visage de Marie-Antoinette dans l'obscurité, dans le fumeux tableau de Madame Michel Lebrun où elle était avec ses enfants, c'est je crois que c'est une expérience que je vais garder toute ma vie.
parce que c'est extraordinaire. On est devant une personne, tout d'un coup, qui est là. Et comme ça, j'en ai, quand les agents de sécurité nous appelaient pour nous dire, voilà, regardez là, entre les glaces, n'avez-vous pas l'impression d'y a... Et en effet, on voyait une silhouette d'une personne habillée à l'ancienne, et c'est un reflet extérieur dans ces glaces qui ne sont pas tout à fait lisses, ces glaces à l'ancienne, dans ces miroirs qui sont piqués, vous voyez quelque chose, vous avez l'impression que quelque chose passe. Les odeurs. Il y a des odeurs bizarres. Je me souviens dans le petit salon de jeu de Louis XVI, une odeur bizarre, une odeur, je dirais une odeur de vieilles fleurs fanées. Et encore plus bizarre, c'est ce que m'a répondu l'agent de nuit qui m'a dit « c'est toujours comme ça quand on passe dans ce salon. Il y a toujours cette odeur. On l'a tous fait, cette expérience, et on s'est tous étonnés comme vous, et on ne sait pas d'où elle vient. » Dans ces petits appartements, dans ces couloirs, comme celui qui est derrière la chambre de Marie-Antoinette, l'endroit par lequel elle a quitté sa chambre, quand les révolutionnaires arrivaient, ont envahi le château par l'escalier de la reine, et cette petite pièce confinée, fermée, on a l'impression qu'elle est pleine du souvenir de la reine Marie-Antoinette et de ses derniers moments passés à Versailles. La harpe est là, les choses sont fermées, ça ne se visite pas. Mais on a un parfum de passé, quelque chose de curieux, de pesant. On ressent un petit peu la même impression qu'ont dû ressentir les deux demoiselles anglaises qui visitaient le petit Trianon. Est-ce que ça, c'est aussi une histoire mystérieuse, puisque nous sommes à Versailles. C'est celle qui concerne les deux demoiselles anglaises qui ont vécu en 1901 un état des lieux remontant à 1789. Je vais vous le raconter. Dans les histoires curieuses, on a beaucoup parlé de cette histoire des deux Anglaises, mais c'est une des histoires de fantômes à Versailles les plus connues, les plus célèbres, et celle qui a fait couler le plus d'encre. Figurez-vous que ces deux demoiselles, venant de Londres et qui se retrouvaient à Paris pour discuter, elles avaient une école, l'une était enseignante, l'autre directrice, elles ont vécu un état des lieux, mais je vais vous raconter ça. Alors, imaginez que ces deux demoiselles étaient donc à Paris pour faire plus ample connaissance. Elles ont dit, bien sûr, comme toutes touristes de l'époque, ça se passe en 1901, les dames avec de vastes robes, elles sont plus, comment dirais-je, elles ont une façon de se déplacer, d'aller, qui n'est pas notre façon moderne et sportive. Elles décident d'aller à Versailles. Elles prennent un moyen de locomotion, elles sont à Versailles, elles visitent le château de Versailles et elles se disent « Nous pourrions aller, puisque nous sommes ici, à Trianon ». C'était une journée d'août, le mois d'août 1901, chaude, le temps était couvert, lourd, et elles prennent le chemin qui, de Versailles, mène à Trianon. Et elles sont, comment dirais-je, elles sont fatiguées, ça c'est clair, elles ont déjà visité Versailles. Elles voient une petite porte dérobée, un sentier. Elles se disent, cela doit accéder au château, puisqu'elles voient le Trianon. Elles prennent cette porte, elles se retrouvent dans le jardin, et à ce moment-là, elles vont être les témoins d'une succession de choses qui sont quand même qui interpellent. Je veux dire, on dirait en gros qu'elles ont vu des choses qui n'existaient plus en leur temps. Je vais vous lire, puisque on a fait sur ces demoiselles ont consigné ce qu'elles avaient vécu chacune séparément, elles l'ont consigné, et que cela a donné un récit qui a été publié en 1911 sous le titre Adventure, beau livre relié, bleu, avec une fleur de lys, et ce livre a été un succès considérable. En Angleterre, comme aux États-Unis, on a parlé de ce livre et de l'aventure de ces demoiselles qui l'ont publié sous un nom d'emprunt, Miss Morrison et Miss Frances Lennon.
elles voulaient pas passer pour folles, elles étaient quand même à la fois directrices d'une école et enseignantes. Ce livre a été un vrai, on dirait, best-seller. On a parlé de ça, de ce qui s'était passé, de ce qu'elles avaient vu. Et en effet, je vais vous lire ce qu'elles racontent, comment elles sont rentrées dans le parc et leur état d'esprit à ce moment-là. Nous allions en direction du Petit Trianon, mais juste avant d'atteindre ce qui, nous l'apprîmes ensuite, était l'entrée principale, je vis un portail menant à un sentier creusé profondément en dessous du niveau du sol, et comme la voie était libre et que cette entrée ne semblait pas désaffectée, je dis « Est-ce que nous essayons ce sentier ? Il doit conduire à la maison. » Et nous le suivîmes. Sur notre droite, nous vîmes bientôt quelques bâtiments, une ferme à l'air vide et désert, des outils qui gisaient çà et là. Nous regardâmes à l'intérieur, mais nous ne vîmes personne. L'impression des lieux était attristante. Mais ce ne fut pas avant d'atteindre le sommet de la côte, là où il y avait un jardin, que je commençai à avoir l'impression que nous avions perdu notre chemin et que quelque chose n'allait pas. En effet, quelque chose n'allait pas. La porte franchie, elles ont vu des lieux, elles ont croisé des personnages, dont 2 personnes vêtues de vêtements verts, une sorte de cape, avec des tricornes, ces chapeaux que l'on portait au XVIIIe siècle, portant une bêche, qui leur a semblé être le signe qu'ils étaient des jardiniers, à qui elles ont demandé leur chemin. Aimablement, ils leur ont indiqué le chemin, ils leur ont dit qu'il fallait tourner à tel endroit, elles l'ont fait. Là, elles sont tombées sur un gros rocher, un haut rocher, qui leur barrait la voie. Elles l'ont contourné. Elles ont vu un kiosque, un temple, qu'elles ont pris d'ailleurs avec des piliers, qu'elles ont pris d'ailleurs pour le temple de l'amour, qui était consigné dans leur guide, parce qu'elles avaient un guide en même temps. Et puis une maisonnette au volet fermé, devant lequel une femme, avec une enfant de, qu'elles ont estimé 12-13 ans, s'amusait. Les femmes étaient habillées avec des vêtements qu'elles ont trouvés très démodés. Des fichus comme on les portait. Ils les ont regardées de façon assez étonnée quand elles sont passées. Elles-mêmes ont été étonnées. Puis elles ont vu un grand pré, un arbre, des arbres. Elles ont croisé un étrange personnage vêtu d'une grande cape qui sortait par une petite porte avec un grand chapeau qui a été... Elles ont eu l'impression, il a été absolument étonné de les trouver là et leur a demandé d'un signe de rebrousser chemin. Elles ont essayé de lui parler, il leur a parlé, mais elles n'ont pas compris. Elles ne comprenaient pas ce qu'il disait. Il avait une façon de parler, le langage qu'il employait, elles ne le comprenaient pas. Et puis plus loin, un groupe se divertissant dans un parc, une femme dessinant, et une jeune fille à côté d'elle, une demoiselle, aussi une adolescente, une jeune femme qui était avec un grand chapeau blanc et une robe verte, également une robe d'une autre époque. Tout cela, elles l'ont ressenti avec un sentiment de grande fatigue, de lassitude, de tristesse. Elles avaient du mal à avancer et elles ne se le sont pas dit. Elles ne voulaient pas que l'autre, elles ne se connaissaient pas assez, ces deux demoiselles, pour parler librement comme ça. Elles n'ont pas dit ce qu'elles éprouvaient. Elles sont sorties, elles ont pris leurs moyens de transport, elles sont rentrées à Paris, et là, chacune, sans le dire à l'autre, a consigné ce qu'elle avait vécu sur du papier, ces impressions bizarres qu'elle avait eues. Quelque temps plus tard, elles se rencontrent, lors d'une réunion, elles se rencontrent, et elles évoquent cette promenade à Trianon. Et elles s'aperçoivent qu'elles ont vécu, toutes les deux, la même impression de lassitude, des mêmes choses bizarres. Et là, elles se disent, ah, vous aussi? Oui, moi aussi, j'ai ressenti ça. Ah bon? Eh ben, moi aussi. Et, oh, mais, écoutez, c'est incroyable. Et là, elles décident de mettre ça par écrit, de comparer leurs deux versions,
Et c'est ainsi que naît ce livre, qui a été un best-seller, qui est paru en 1911, qui est une aventure, et qui a été envoyé absolument à plein d'historiens qui étaient intéressés. Ce livre s'est très très bien vendu. Elles ont voulu l'envoyer au comité de parapsychologie qui s'occupait à l'époque de tous les faits curieux, tout ce qui pouvait se passer de bizarre. Hein, le centre de parapsychologie, il y en a un à Paris d'ailleurs aussi, c'est un endroit où on s'occupe de tous les phénomènes paranormaux. Vous voyez ? Et donc, elles lui ont envoyé le livre et ils lui ont répondu qu'ils n'allaient pas le consigner dans leurs écrits, dans leurs preuves, parce qu'il n'y avait pas d'enquête, il n'y avait pas assez de faits qui avaient été, ils n'avaient pas enquêté. Au fond, il n'y avait aucune certitude sur tout ce qu'elles disaient. Donc, elles sont retournées à Paris. Elles sont retournées à Paris pour faire une enquête. Et là, elles se sont aperçues, en effet, elles sont retournées à Trianon, elles se sont aperçues que l'état des lieux ne correspondait pas du tout à ce qu'elles avaient vécu. D'abord, c'était un endroit ouvert, public, il y avait beaucoup de monde. Ensuite, la tenue des gens est une tenue républicaine bleu marine, les jardiniers également, donc rien à voir avec ces tenues bizarres qu'elles avaient vues, ces tenues vertes. Le gros rocher qui barrait la vue n'existait pas. Le kiosque qu'elles avaient croisé n'existait pas non plus. Le grand pré ombragé d'arbres, tout ça n'existait pas. Il n'y avait pas de jardinier, donc pas de rocher, pas de kiosque circulaire, pas de serviteurs en livrée ancienne. Tout cela avait disparu depuis longtemps, lorsqu'elles se sont renseignées. C'est là qu'elles se sont posées des questions. Alors d'abord, qu'est-ce qui avait poussé au départ ces deux demoiselles à écrire leurs impressions ? Chacune de l'autre côté, il faut le dire, séparément, et en ignorant tout de cette époque. C'est ce profond sentiment de tristesse et de lassitude qu'elles avaient éprouvé. Elles avaient l'impression qu'elles avançaient dans un monde, elles avançaient dans une atmosphère qui avait l'impression d'être lourde, chargée, elles ne pouvaient pas se mouvoir comme dans une vie normale, et ce sentiment était pour elles assez accablant pour qu'elles se disent « il se passe quelque chose ». Elles avaient l'impression d'avoir traversé un autre monde, et d'ailleurs, elles avaient éprouvé toutes les deux, et elles l'ont consigné, un immense soulagement quand elles se sont trouvées dehors, et qu'elles ont de nouveau été dans une vie ordinaire. Les parapsychologues donc, et les historiens se sont posés sur ce livre une série de questions. On s'est demandé qu'est-ce qu'avaient vécu ces deux Anglaises. Il y a eu plusieurs hypothèses qui ont été avancées. Miss Emerberly et Miss Jourdain auraient intercepté un message télépathique d'un contemporain de Trianon en 1789. Ou alors, elles auraient eu, par un éclair de vision, une clairvoyance littéralement, la vision de scènes passées, qui sont venant du passé. C'est loufoque, mais j'ai plus loufoque encore. Elles seraient entrées dans une pensée intime de la reine Marie-Antoinette, au moment où elle sait que tout est perdu pour elle et que dans sa prison du Temple, elle se rappelle ces moments d'insouciance dans son domaine du Petit Trianon, ce qui expliquerait que les demoiselles anglaises ont vu un état des lieux en 1789 où il existait certains détails. Eh bien non, il n'existait pas en 1789, ou il n'existait plus. Un livre a été publié à la suite de ce livre des Anglaises, un livre prouvant qu'en 1789, le rocher, le kiosque, toutes ces choses n'existaient pas, que les demoiselles n'avaient pas pu les voir, la petite ferme où la personne s'entretenait devant la porte avec sa fille, tout ça n'existait pas, donc elles avaient vu quoi? Eh bien, cette histoire à rallonge, elle a trouvé une suite dans les années 50.
un historien a fait une enquête dans les vieux documents concernant Trianon, le petit Trianon, et dans les archives, il a trouvé, au fond, que le lieu qu'ont traversé ces deux demoiselles n'est pas le lieu de 1789, mais de 1774, le moment où Louis XVI offre à Marie-Antoinette le jardin et le petit Trianon. Donc, c'est une vision de la reine lorsqu'elle prend possession du petit Trianon, et en effet, le rocher se trouvait là, le kiosque était là, la livrée des jardiniers était verte, les jardiniers portaient des tricornes, la façon dont étaient habillés les gens qu'elles ont croisés correspondait complètement à la fin du règne de Louis XV. Elles auraient donc intercepté une vision qui remonte à la jeunesse de Marie-Antoinette. C'est assez fou. Aujourd'hui, les recherches en physique, menées dans les domaines du temps et de l'espace, ont remis en question notre conception du temps. Cocteau a écrit une préface à l'édition des années 50 en disant que les avions dépassent la vitesse du son et qu'un jour ils dépasseront la vitesse de la lumière. Eh bien, on n'en est pas loin. On sait aujourd'hui que la dynamique du temps, passé, présent, futur, est complètement obsolète. On sait après Einstein que le temps des hommes est une notion subjective et psychologique. Et qu'on n'est pas plus avancé au XXIe siècle que Saint-Augustin au IVe, quand il écrivait « Qu'est-ce que le temps ? Si personne me le demande, je le sais, mais si on me pose la question à ce sujet et que je veux l'expliquer, je m'aperçois que je ne le sais plus. » Donc, le temps aujourd'hui est une notion, on le sait, qui a fait son apparition avec la création de l'univers. C'est pourquoi on lance dans l'espace des sondes hyper sophistiquées pour s'approcher le plus près possible de l'état des lieux de l'univers au moment du Big Bang. Si un œil électronique regardait dans la direction opposée vers nous, vers la Terre, il intercepterait des images qui seraient des images de la guerre de sécession, parce qu'elles ne sont pas encore arrivées à l'endroit où se trouve la sonde, ou des images de la révolte des Boers en Chine, ou la Révolution française. On conçoit aujourd'hui le passé, le présent et le futur, au fond, comme une banque de données conservée dans le disque dur du temps-espace, qui se trouve dans un univers en expansion. Ces deux demoiselles auraient-elles par hasard ouvert une porte sur cette banque de données et auraient-elles vu quelque chose, un moment du passé? Il y a une autre explication qui, elle, est beaucoup plus, peut-être plus simple. Et elle est arrivée dans les années 60, fin des années 60. On a découvert un personnage, le comte Robert de Montesquieu, qui est un personnage très original de la fin du XIXe siècle, un poète et un homme du monde, un esthète, comme on disait alors, qui a d'ailleurs servi de modèle à Proust pour le baron de Charlus. Et lui, on l'ignorait, ou on l'avait oublié, il avait une propriété qui était toute voisine du Trianon. Et il avait cette habitude de donner des fêtes. Ces fêtes étaient connues dans Paris. Philippe Julien a avancé cette idée qui, au fond, est encore une hypothèse qui vient s'ajouter aux nombreuses hypothèses que je vous ai présentées. Comte Robert de Montesquieu passait ses journées dans le parc du Trianon. Il y attirait des femmes élégantes pour écouter de la musique ou faire des fêtes. Ils étaient véritablement chez eux, dans le parc de Trianon. Il a un peu proposé une explication à la singulière rencontre que font dans le parc deux Anglaises extrêmement raisonnables, professeurs dans un collège d'Oxford. Ces dames ont publié sous le titre « Une aventure » le récit des apparitions de personnages aux costumes étranges, des musiques mystérieuses, dont elles furent toutes les témoins. Peut-être ce qu'elles prirent pour Marie-Antoinette et ses courtisans
Était-il simplement Madame Greffeuil en bergère, répétant un divertissement avec des amis, ou bien Madame Hervé de Saint-Denis, dont Robert de Montesquieu possède plusieurs photographies en Marie-Antoinette? La description d'une apparition correspond exactement à ce qu'auraient pu voir ces dames. Ainsi, un des amis de Robert de Montesquieu, Gabriel de Ituri, de haute taille et des grands yeux sombres, il avait des cheveux crêpelés noirs, son ligne sombre, un sombrero, il était toujours coiffé d'un sombrero, et il parlait avec un accent sud-américain très très prononcé. Est-ce lui qui a demandé à cette demoiselle de rebrousser chemin, et bien qu'elle parlait très très bien le français, elles n'ont pas tout à fait compris ce qu'il disait, elle semblait être un étranger. Peut-être que le rôle de Marie-Antoinette a été confié à une des personnes qui étaient là dans le parc, et sont-elles tombées sur elle? En tout cas, c'est une version qui est intéressante, mais qui ne ferme pas complètement ce problème du fantôme, du Trianon. Voilà. Ce mystère est venu s'ajouter à ces mystères dont je vous ai parlé, du château de Versailles lui-même, et a donné lieu à une parution avec de très belles photos qui a été publiée par le Figaro Magazine. Ce goût du Figaro pour les sujets à mystère, c'est un goût dont il a hérité. Le Figaro Magazine a hérité un peu avec le personnage de Louis Pauwels, qui a été, on le sait, à la tête, enfin, je veux dire, au début de Planète, le magazine des mystères et des choses mystérieuses, et l'auteur du Matin des magiciens. Ce livre qui a eu un grand succès dans les années vers 68, dans les fin des années 60, c'était le livre de la jeunesse, le Matin des magiciens, où Pauwels racontait toutes ces choses bizarres, les mystères des Templiers, les temples incas, la direction des pyramides, toutes ces choses qui fascinent les lecteurs. On a besoin de mystère, on vit dans un monde tellement rationnel, on est tellement dans un matérialisme, un rationalisme, qu'on a besoin de ces fenêtres ouvertes sur des questions. Et Louis savait exactement où il pouvait toucher ses lecteurs avec ces choses. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait, à l'époque, j'ai pas fait que cela, mais j'ai fait de nombreux reportages sur des choses mystérieuses, telles que Rennes-le-Château. Ah, le mystère de Rennes-le-Château. L'abbé Monet. Ben, j'en parlerai une autre fois. Je vous en promets, je vais vous en parler une autre fois. C'est un mystère extraordinaire, et pour lequel on n'a pas d'explication. On a des hypothèses, comme les demoiselles de Trianon, ou cet envoûtement, ce cas d'envoûtement que j'ai également eu l'occasion de régler, parce que nous avions fait justement la France, les séquelles de sorcellerie en France. Voilà, ça c'était Louis Pauwels. Et nous étions partis avec un autre reporter, on s'était partagé le pays. Lui faisait la Normandie, et puis moi j'avais fait le sud de la France. C'est ainsi que j'étais arrivé à Rennes-le-Château, par le plus grand des hasards. Et donc, il y avait là un engouement, les gens réagissaient, trouvaient ça intéressant, ça donnait lieu à des courriers, les gens écrivaient encore beaucoup de courriers à l'époque, il n'y avait pas on ne nous envoyait pas des messages par ordinateur, les gens vous écrivaient, vous faisiez part également de leur mystère, de ce qu'ils avaient vécu, de ce qu'ils avaient vu, et nous, ça nous avait permis de voir des pratiques dans la France, des pratiques inouïes. Je ne savais pas qu'il y avait encore des paysans qui clouaient au-dessus de la porte de leur grange une chauve-souris pour éloigner le mal. Et des choses comme ça. Mais je vous en parlerai lors d'une prochaine rencontre.